Alors, comment traiter une cataracte? Il n'y a aucun traitement médical. Le traitement, il est uniquement chirurgical. Ce qui pose problème, c'est quand opérer la cataracte. Alors, quand opérer la cataracte, ça dépend bien sûr du patient, des impératifs visuels du patient. Alors, le moment d'opérer dans une cataracte, c'est tout simplement, c'est le malade qui le choisit. Alors, l'anesthésie, c'est une anesthésie locale. On ne fait plus d'anesthésie générale. On fait soit une anesthésie locale avec une injection autour de l'œil de xylocaïne, une seule injection dans l'orbite, on injecte la xylo dans l'orbite, ça peut suffire. Et parfois, tout simplement, avec de l'anesthésie en collyre, aucune injection, juste de l'anesthésie en collyre de contact, la cébésine, le collyre qu'on utilise pour prendre la tension oculaire, ça peut suffire pour opérer une cataracte lorsque le patient est bien coopérant. La chirurgie de la cataracte se fait en ambulatoire, ça dure à peu près 20-30 minutes. C'est pas la peine d'hospitaliser le malade. Il vient, il entre bloc, il fait sa chirurgie et il y a une petite demi-heure et il s'en va. OK? Donc, avant d'opérer le malade, on fait ce qu'on appelle une biométrie. La biométrie, c'est échographie mode A. Elle va mesurer la longueur du globe oculaire et les mensurations cornéennes, cristalliniennes et surtout, elle va mesurer la puissance de l'implant qu'on va placer. C'est comme les lunettes. Alors, quand on enlève un cristallin, la puissance du cristallin, elle est aux alentours de 20, 21, 22 dioptries. Quand tu enlèves un cristallin, tu vas le remplacer par un implant artificiel sur un œil hémétrope. Ça va être 20, 21, 22 dioptries. Et puis, plus l'œil myope, plus la puissance diminue, plus l'œil hypermétrope, plus la puissance augmente. Alors, comment on va opérer ce cristallin? Il y a plusieurs variantes. Il y a ce qu'on appelle la première technique, c'est l'extraction intracapsulaire. Il va ouvrir la cornée, l'incision, le limbe. Je reprends. C'est un couteau diamant. Il va ouvrir la cornée, le limbe. C'est une incision de 180 degrés. On va ouvrir avec les ciseaux. Alors, vous voyez la taille du ciseau. C'est une image qui a agrandi par 60. On opère sous microscope. On ne voit pas ce qu'on fait. On va dans les oculaires où nos mains sont en bas. C'est une chirurgie sous microscope opératoire. Tu ne vois que ça. Tu ne vois que le bout des ciseaux. Il va ouvrir le globe oculaire sur 180 degrés. C'est les anciennes techniques. Hein. On ne fait plus ça. Toute l'image est agrandie par 60. Il va mettre un point de suture. C'est du 10-0. C'est fil 10-0 dans la cornée pour la soulever. C'est un fil, vous voyez, agrandi par 60, à peine visible. Là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il a tiré l'iris, il a coupé. C'est quoi? On appelle ça quoi? Quand elle est chirurgicale, iridectomie. Quand elle est au laser, iridotomie. Donc, il a fait une iridectomie. On soulève la cornée. Je miraculeuse avec une éponge. Vous voyez le cristallin qui est là? La pupille midrienne, c'est une cryode. Le froid. On va rentrer. On va geler. C'est comme un glaçon. On tire le cristal. Tout doucement. C'est l'ancienne technique. La technique, la chirurgie, on appelle ça, il a mis une bulle d'air. C'est l'intracapsulaire. OK? Alors, le problème de l'intracapsulaire, et puis il va suturer. Vous voyez l'iridectomie est là? Tout le monde la voit? L'iridectomie, le trou, il est là. Alors, le problème, c'est quoi? Le problème de l'intracapsulaire, donc, on incisait la cornée sur 180 degrés, la moitié de l'œil. Tu as intérêt à ce que le malade ne bouge pas. 2 ou 3 mm, sa tête, tu risques de te faire tout sortir. Alors, le problème à l'intracapsulaire, c'est que quand tu enlèves le cristallin, il n'y a plus de barrière, le vitré. Le vitré, il avance. Le vitré va avancer dans l'œil. Il va trouver du vide, il va avancer. D'abord, il bloquait parfois la pupille. C'est pour ça qu'on fait systématiquement l'iridectomie périphérique, pour éviter le blocage pupillaire par le vitré, non pas par le cristallin. OK? La deuxième chose, c'est que quand le vitré avance, le vitré, bien sûr, il est attaché derrière à la rétine. Il y a des adhérences. Quand il avançait le vitré, il y avait un taux élevé de décollement de rétine qui atteignait les 15%. La chirurgie de cataracte se compliquait de décollement de rétine de 10 à 15% en post-opératoire. C'était un trop important. Et il fallait donc réfléchir à une technique qui laissait le vitré à sa place pour qu'il n'avance pas. Et on est passé à l'extracapsulaire. Donc l'intracapsulaire, l'ancienne technique, et il y avait un autre problème, c'est qu'on ne pouvait plus placer d'implant. On a enlevé tout le cristallin, les deux capsules. Il n'y avait plus de support ou une place où l'implant
On ne laissait pas le sac cristallin pour placer l'implant. Donc, c'était des AFAC, c'était des vieux, des lunettes plus 12, plus 13. Pour compenser la fatigue, on leur mettait de gros verres, comme une loupe, un verre très gros. Et la principale complication de l'intracapsulaire, c'était le fait que le globe soit très ouvert. Il fallait ouvrir la moitié du globe. Beaucoup de sutures, pas d'implant. Et puis surtout, un gros problème de décollement de rétine post-opératoire. Donc, cette technique n'est plus pratiquée. Mais sinon, pour une cataracte standard, pour une cataracte sénile simple, on ne fait plus d'extraction intracapsulaire. On fait une extraction extracapsulaire. C'est-à-dire, on va laisser la capsule postérieure. Alors, l'extracapsulaire, c'est quoi? Et de laisser la capsule postérieure du sac cristallinien pour d'abord compartimenter, pour que le vitré reste à sa place. Et ensuite, pour pouvoir placer sur cette capsule qu'on a vidée, qu'on a nettoyée, on va vider, on va ouvrir uniquement la capsule antérieure de façon circulaire. On va faire sortir le noyau. On va nettoyer avec des instruments, avec le contenu cristallinien, le cortex, et on laisse un sac vide et on place à l'intérieur du sac vide un implant qui va prendre la place du noyau, qui va dans le sac et qui va corriger, qui en même temps va servir de barrière, de compartimentation pour que le vitré n'avance pas. Et depuis qu'on est passé à l'extracapsulaire, on a réduit le taux de décollement de rétine de 10 à 15% à environ 3 à 4%, ce qui est un petit peu raisonnable. Sur 100 malades opérés de cataracte, 3 ou 4 vont nous faire des problèmes rétiniens. Alors, cette extracapsulaire, au début, elle était manuelle. Bien, alors vous allez voir, il est en train d'ouvrir la capsule antérieure avec une aiguille, la capsule antérieure uniquement. Il va la déchirer de façon circulaire. Vous voyez le lambeau glissé? Difficile à voir, mais il faut. C'est un geste très compliqué à faire. Il va faire le tour, il va descendre en bas. L'ouverture doit être circulaire. Il ne faut pas toucher la cornée. Tu as 2 mm de la cornée ou la capsule antérieure. Et l'ouverture est bien dans la fracture de la capsule. Alors, il est en train d'ouvrir de façon circulaire. C'est l'ouverture capsulaire. Elle dit ronde. Il faut qu'elle soit ronde pour pouvoir travailler à l'aise. Voilà, ça y est. Ça, c'est ce qu'il a ouvert maintenant, c'est la capsule antérieure. Il va inciser la cornée. C'est l'extracapsulaire manuel. On ouvre la cornée. Le problème, c'est qu'on doit ouvrir la cornée qui mène l'intra sur 180 degrés. C'est-à-dire c'est une chirurgie à globe ouvert, à globe grand ouvert. C'est la même incision. Sauf que l'extra, il va injecter du liquide, une vague de liquide pour décoller le noyau. Le noyau se décolle. Mais il faut toujours une grande incision pour évacuer le noyau parce qu'il n'y a pas d'appareil. Alors, le noyau est en train de se décoller. Le cortex regarde comme du chewing-gum. Le cortex qui fait. Il va mobiliser le noyau, il va décoller tout doucement. Ça y est, le noyau est en train de se décoller, c'est bon. Voilà, le noyau est en train de bouger. Il va sortir le noyau manuellement. Il va laisser la capsule postérieure, mais l'extraction du noyau, le noyau, elle est toujours manuelle. Il reste un petit bout de noyau manuellement. Et il reste un petit peu de cortex. Il va nettoyer le cortex. Il faut les aspirer sans rompre la capsule postérieure. Il ne faut pas déchirer la capsule postérieure. Il faut nettoyer les masses. Il ne doit rien rester. Voilà, là c'est propre. Alors je fais un arrêt. Là, il y a une capsule postérieure que vous ne voyez pas, elle est transparente. Là, il va mettre un implant sur la capsule postérieure, derrière l'iris, à la place du noyau. L'implant est trop derrière l'iris, à la place du cristallin. L'implant. C'est un implant rigide. C'est un implant standard. Il va le placer. C'est l'avantage de l'extracapsulaire, c'est de laisser la capsule à la fois pour compartimenter et en plus pour soutenir l'implant. Il va centrer l'implant. Il va le mettre bien au centre avec les crochets TEA. Voilà, l'implant est bien centré. Ça, c'est l'extracapsulaire manuel. Voilà, tout est bien. Et il va suturer.
Donc, l'avantage de l'extra-capsulaire, c'est que ça compartimente, tu laisses la capsule. Il est en train de vous montrer le crochet de l'implant. Et il va fermer le globe oculaire. Ça donne une incision à 180 degrés pour extraire le noyau qui est grand. Et puis, on a c'est toujours une extracapsulaire, mais on va faire une extracapsulaire sans ouvrir. C'est la phaco-émulsification. À de l'œil, on l'appelle un œil porteur d'un implant, on appelle ça un œil pseudophaque. Et il est fini les sutures. Alors, l'extra, c'est mieux que l'intra. Mais c'est quand même une chirurgie à globe ouvert et c'est une chirurgie à risque. Donc, le problème, c'est qu'elle était manuelle, c'est-à-dire qu'il fallait quand même ouvrir la cornée sur 7 ou 8 mm pour sortir le noyau qui faisait 7 ou 8 mm. Donc, ressemblait un petit peu à l'intracapsulaire, mais au moins ça permettait d'implanter et de compartimenter. Et puis on s'est dit, il faut trouver un moyen pour extraire ce noyau sans ouvrir l'œil Haja Kbira. C'était M. Kellman, c'était un ophtalmo, c'était en 73. Son dentiste, la fraise, elle fonctionne aux ultrasons. Son dentiste, il lui a traité une dent et ça lui a donné une idée. Il s'est dit, tiens, la fraise qui fait 1 mm de diamètre, elle arrive à perforer une dent, elle arrive à rendre une dent sous forme de poussière. Et il s'est dit, tiens, et si on utilisait des choses comme ça à l'intérieur de l'œil qui puissent casser le cristallin, qui puissent broyer le cristallin, l'aspirer en même temps sans ouvrir l'œil. On n'a plus besoin d'ouvrir pour extraire le noyau. Et donc, on est passé à la technique qui est pratiquée actuellement. C'est ce qu'on appelle la phaco-émulsification. Alors, le principe, c'est quoi? C'est qu'on n'est pas obligé d'ouvrir. On va essayer de casser le noyau en morceaux à l'intérieur grâce à une machine, des ultrasons, de l'aspirer en petits morceaux, de nettoyer le sac toujours grâce à la machine et tout en gardant un globe avec une incision minimum, c'est-à-dire une incision 2 mm, juste pour faire passer les sondes et les pièces utiles pour ces ultrasons. Donc, c'est ça le principe de la phacoémulsification. Alors là, c'est une capsule antérieure qui a été ouverte de façon circulaire et qui a été enlevée. Donc, on ouvre la capsule antérieure, on le voit, on le devine. Il n'a ouvert que la capsule antérieure avec une pince de façon circulaire. Il a comme un capot, il a enlevé comme un couvercle du cristallin. Il va injecter le liquide dans le cristallin pour décoller le noyau. Regardez, la vague de liquide va passer. Ça décolle le noyau. On décolle le noyau avec du liquide pour le décoller des capsules. Et puis, il va introduire la pièce à main. Là, c'est toujours l'hydrodissection. C'est décoller le noyau avec du liquide. Voilà la fameuse pièce à main à ultrasons. Elle irrigue de l'eau, elle délivre les ultrasons et elle aspire. 3 en 1. Il va creuser le noyau. Voilà, il est en train de creuser le noyau. La pièce à main, elle a la capacité de creuser le noyau. C'est ça les ultrasons. Et il va découper le noyau à l'intérieur sans ouvrir l'œil en petits morceaux. Il creuse et il découpe le noyau. Il est en train de le fragmenter en 4 morceaux. Voilà, il a cassé le noyau en 4. Il va aspirer morceau par morceau. Voilà, il est en train de le casser en petits morceaux. L'incision, elle fait 2 mm. Alors là, c'est des paramètres d'ultrasons, etc. Et il va aspirer les morceaux qu'il a séparés, il les a cassés. Maintenant, il a de la pièce à main, grâce aux ultrasons, elle va tirer, sauf qu'il gît le morceau, et elle va le bouffer. Elle va le bouffer à l'intérieur. Morceau par morceau, elle va bouffer tous les morceaux. Elle va tirer le deuxième morceau, tout doucement. Voilà. Et il va bouffer le deuxième morceau.
Alors, regardez ce que fait la pièce à main en ralenti. Elle va bouffer le morceau, le décortiquer. C'est aux ultrasons qu'elle fait ça. Et aspirer. Dernier morceau, on a fini le noyau. On le prépare, on le présente, on le bouffe. Qu'est-ce qui va rester d'après le noyau? Le cortex. Très bien. Alors ça, c'est une petite incision. Il a injecté le visqueux et là, il va inciser. Bon, c'est la vieille faco. Il y a couteau kbir, il a 3 mm 2. Donc la même chose, mais on a 1 mm 8, 1 mm 6. Ça, c'est là les premières facos. C'est une vieille vidéo. Alors, vous allez voir, il va faire comme tout à l'heure l'ouverture de la capsule antérieure. Il ne va pas la faire à l'aiguille. Il va la faire avec la pince. Il va tenir avec le lambeau qu'il a déchiré et il va le faire tourner 360 degrés tout doucement. Il est là. Voilà. Il est en train de le faire tourner. Vous le voyez. On n'ouvre que la capsule antérieure. Voilà. Il va faire le tour 360 degrés. Là, c'est ce que voit l'aide opératoire. C'est une vision en dehors de l'œil, en dehors du microscope, agrandi par 50 ou là par 30, ça dépend. La capsule antérieure, regarde le geste. La capsule antérieure, on la tire avec nous. Regarde, elle sort. Hop. Il va injecter du liquide dans le sac. Vous allez voir passer une vague pour décoller le noyau. Hop là, la vague ne veut pas passer. Il va arrêter, il va aller de l'autre côté. Il va injecter du liquide de l'autre côté. Voilà, la vague est... Vous avez vu la vague passer en dessous d'ami, sous le noyau. Avec le passage, on dissèque avec du liquide. Voilà, le noyau est libre, il est en train de tourner. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le creuser, le noyau. Là, on ne va pas ouvrir pour l'extraire, qui m'a l'extra manuel. Là, on va creuser le noyau, on va le diviser en morceaux. Il va créer une sorte de tranchée, une croix. Donc, il va creuser un tranché. Ça, c'est la pièce à main à ultrasons. Elle creuse, il va tourner le noyau. Et il va creuser dans l'autre sens. Allez, il va le diviser en 4. Il va creuser en une croix orthogonale. Voilà, il va diviser dans 4 morceaux. Il va les aspirer un à un, sans ouvrir l'œil. C'est la pièce à main, c'est des ultrasons. On va voilà, est en train de le craquer, de le découper en 4. On va découper le noyau à l'intérieur de l'œil et aspirer les morceaux un à un. Une pièce à main qui permet à la fois, ça y est, le premier morceau, le deuxième, elle coupe les ultrasons, elle aspire. C'est un noyau jeune, très facile à bouffer. Il a bouffé complètement. Voilà, il n'y a plus de noyau. Le cortex, on va changer de pièce à main. C'est plus la même. Allez, une deuxième. Hadi, Abou Mousse. Hadi, elle aspire le cortex. Il va nettoyer avec les masses le cortex qui reste. Voilà. Il va tirer gars le cortex. C'est comme du chewing-gum. Et là, il ne faut pas rompre la capsule. Il ne faut pas tirer la capsule. Il faut tirer que le cortex. Il va nettoyer gars le sac. Voilà, il ne reste plus rien. Alors, le problème maintenant, c'est que ce n'est pas ouvert. Comment introduire l'implant?
un implant pliable, la même incision, 2 mm. Alors ça, c'était les anciennes phaco. Il va plier l'implant. Alors l'implant, il va le plier. C'est une machine qui plie l'implant. Il va être plié en deux, d'une pince pliée. Maintenant, on a des injecteurs. C'est comme un stylo, comme des cartouches. L'implant complètement tordu. L'ouverture capsulaire antérieure. Vous voyez le cercle là. Et un sac qui est complètement vidé. Et le sac est complètement vide, propre. Il n'y a ni noyau ni cortex. Il va mettre l'implant à l'intérieur du sac, à la place du noyau. On force un petit peu l'entrée. Ça dépend de la taille des implants, la taille de l'incision. Et à l'intérieur, il va ouvrir l'implant. On le déploie. C'est un implant pliable. Et il va le placer correctement. Il va introduire les crochets. L'implant doit être mis dans le sac, les crochets doivent être mis dans le sac. Il ne faut pas rompre la capsule, bien sûr. Il faut faire des gestes très doux. Voilà, l'implant est centré. C'est bon. Anna, il va mettre une suture. Mais on peut ne pas mettre de suture. Alors ça, c'était la phaco. Alors, je vais vous montrer la rupture capsulaire. Alors là, vous voyez le cercle là, toujours l'ouverture capsulaire antérieure à le cercle. Il est en train de bouffer les masses, le noyau. Non, les masses. Il va bouffer les masses, il s'arrête. Pourquoi il s'arrête? Il y a quelque chose. Il s'est rendu compte. Il y a un problème. Et vous ne voyez pas ici un trou. Tu vois un trou rond. Il est là. Voilà, l'anneau, il est là. Avec la pièce à main, la capsule, elle est là. Un tout petit trou. Il injecte le produit viscoélastique. Je lâche le vitré. C'est une pâte transparente. On l'injecte souvent pendant la chirurgie de la cataracte. Il va implanter quand même, malgré le trou. Il est petit, le trou. Il va mettre quand même l'implant dans le sac, comme si de rien n'était. Le trou est là, il est juste là, on ne le voit plus maintenant. Les implants mis sur une rupture, il va laver avec le produit viscoélastique et il va faire ce qu'on appelle l'hydrosuture. Donc je reviens un petit peu en arrière. On la voit mieux. C'est un petit trou qui n'empêche pas l'implantation, vous êtes d'accord? Il ne faut pas l'agrandir. Voilà, c'est un petit trou, même pas un demi-millimètre. Ça, il ne va pas déstabiliser l'implant, il est trop petit. Il est là le trou. Il est trop petit, l'implant fait 6 mm. C'est impossible que l'implant se déplace avec ça. C'est une rupture capsulaire, mais pas très méchante. Et là, on peut se permettre d'implanter le plus normalement du monde, de centrer l'implant comme si de rien n'était. Le trou est tellement petit qu'il n'y a pas eu de sortie de vitrée. Donc, on va casser le noyau en morceaux, comme vous avez vu tout à l'heure. On va aspirer avec les morceaux de noyau. Qu'est-ce qu'il va rester? Il va rester le cortex. Alors, le cortex, on change de pièce à main. Ce n'est plus les ultrasons. On a une deuxième machine qui va aspirer le cortex tout doucement, sans aspirer la capsule postérieure. Il ne faut pas l'aspirer, il ne faut pas la déchirer, il ne faut pas la rompre. Une fois qu'on a tout nettoyé, il nous reste un sac vide avec un capot devant qui est enlevé. Vous devinez cristallin vide, on va introduire un implant à l'intérieur du sac, à la place du noyau. Alors, le problème qui se pose, c'est que l'implant, il fait 6 mm dans une extracapsulaire manuelle ou là dans une, il n'y a pas de problème, mais dans une phaco, comment faire introduire l'implant à travers 2 mm? C'est ça le problème. L'implant, il est pliable. Dans un injecteur, dans une cartouche, il se plie l'implant complètement, il troll à travers 2 mm, et une fois à l'intérieur de l'œil, on va le redéployer. Et on arrive maintenant à introduire les implants à travers une incision de 1,6 mm. L'incision est tellement petite qu'on n'est même pas obligé de suturer. On ne fait pas de suture maintenant. On opère la cataracte, il n'y a aucune suture. Alors, pour la correction de la phakie, quand on enlève un cristallin, le sujet est dit AFAC. Quand tu as ton cristallin, c'est-à-dire comme vous, comme moi, le sujet, il est dit FAC. Quand tu n'as plus ton cristallin, tu es AFAC. Quand tu as un implant, tu es pseudo-FAC. Voilà, les gens qui ont été opérés, qui ont des implants, on dit qu'ils sont pseudo-FAC. Alors, si on ne mettait pas d'implant, il faut corriger les 20 dioptries du cristallin. Les lunettes, le problème, c'est des grosses lunettes.
Le problème des lunettes, c'est que c'est des grosses lunettes qui donnent une image très grande et les yeux auront des images de taille différente. On appelle ça l'anéséiconie. Ça dérange le malade. Il va voir trop grand d'un œil, l'œil opéré. Au deuxième œil, il va voir une taille normale. Maintenant, si tu as les deux yeux à fac, ça peut marcher. Avec deux gros verres des deux côtés, au moins il n'aura pas de différence de taille. L'idéal serait d'implanter, bien sûr, de mettre un implant à l'intérieur de l'œil pour récupérer la fonction du cristallin naturel, avoir une image de taille normale. Le malade pseudophaque, il voit pratiquement comme un malade normal, comme un œil normal. Alors, si tu ne peux pas placer d'implant, le malade va voir très grand, c'est dérangeant. Tu peux être parfois obligé à placer une lentille de contact. Alors, on vous dit ici, les résultats fonctionnels peuvent être compromis dans certains cas, soit d'une pathologie oculaire préexistante associée. Un des sujets âgés, on a deux grandes pathologies. Un des vieux qui nous dérange le plus. Souvent, on opère la cataracte, parfois on trouve un glaucome derrière, parfois on trouve une maladie de la macula liée à l'âge, qu'on appelle la DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Donc, le malade, on l'examine bien, on vérifie sa macula, on vérifie sa tension oculaire, son nerf optique. Quelles sont les complications de la chirurgie de la cataracte? La complication la plus redoutable, l'ophtalmo, une fois qu'un germe, si un œil s'infecte, c'est ce qu'on appelle l'endophthalmie. Si un œil s'infecte, ça c'est une fois sur 1000 en France. Une fois que le germe troll, vous voyez ce qui est écrit ici, le pronostic, il est redoutable. Généralement, on n'arrive pas à récupérer une endophthalmie. C'est rare de récupérer une endophthalmie. De temps en temps, on en récupère avec les antibiotiques. On injecte des antibiotiques dans le vitré. On fait des injections, on opère le malade, on nettoie le vitrine. Généralement, une fois que ça s'infecte, c'est ce qu'on craint le plus. Alors, l'infection, l'œdème maculaire, c'est 1% des cas. Il survient un œdème maculaire quand on opère, il y a de l'inflammation. Le vitré ballotte un petit peu et la macula peut enfler un petit peu. Il est transitoire, quelques mois. Il est un petit peu déçu après sa chirurgie, mais ce n'est pas une complication très grave. Un petit traitement médical, les anti-inflammatoires en collyre, 2-3 mois, et il va récupérer. OK? Il y a le décollement de rétine. Le décollement de rétine ici, il survient après la chirurgie de la cataracte. Alors, quand est-ce que le taux de décollement de rétine, si la cataracte se passe bien, il est de 2%. Si tu as eu une brèche capsulaire, si tu as déchiré la capsule et le vitré est sorti, le risque augmente. Il va atteindre 5 à 6%. Et puis, enfin, ce n'est pas une complication, c'est une évolution naturelle. C'est presque automatique. Avec la capsule qu'on a laissée, on a mis l'implant dessus, elle va se réopacifier quelques années plus tard. On appelle ça la cataracte secondaire parce que ça reprolifère. Une cellule de les fibres cristalliniennes, elle va se multiplier et il va y avoir une couche qui s'opacifie. Et la capsule t'aoute bien avec le temps. Le malade, la première année, deuxième année après la chirurgie, il voit très bien. Et puis, petit à petit, il ressent les mêmes symptômes qu'il avait avant, quand il avait la cataracte. Ça s'appelle la cataracte secondaire. Mais il n'a plus de cristallin, il n'a qu'une capsule. OK? Et comment on va traiter cette cataracte secondaire? On n'a pas besoin d'opérer. On a un laser sans ouvrir l'œil, ça prend 1 minute. Avec le laser, on va ouvrir la capsule avec un laser. C'est la capsulotomie au laser YAG. Ce n'est pas une chirurgie, c'est juste une petite séance de laser et le malade retrouvera sa vision correcte qu'il avait les premières années en post-opératoire de la cataracte. C'est juste un laser de 30 secondes. Hein.